Parce que bon, on peut supposer, il y a des moments, on peut lui donner des circonstances atténuantes. Il était très traditionnaliste, vu son niveau et tout ça, lui, il aimait ces choses-là. Mais quand Ford est venu en 2005, il nous a dit, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Pour nous dire, en fait, que moi, je suis un esprit nouveau et je ne vais pas faire les mêmes choses que mon père. Mais plus son pouvoir dure, plus il fait les mêmes choses. Bientôt, il va instaurer l'animation politique. Si ce n'est pas déjà fait. Et il fait même pire. Il fait même pire. Franchement, pour quelqu'un qui se dit économiste, qui a fait de l'économie, qui a étudié l'économie à Paris-Dauphine, moi, je pense qu'il véhicule une sale image de Paris-Dauphine. De George Washington, il a étudié l'économie. Ce monsieur est une vraie indignité lui-même, quoi. C'est une indignité ambulante. Je pense même que, comment dire, comme un père renie son fils, les universités vont le renier bientôt, quoi. En tout cas, bref, continue, grand frère. C'est hallucinant ce qui se passe chez nous. Hein. Qu'on voit quelqu'un qui dit avoir eu un bagage intellectuel qui conduit un pays comme s'il était, s'il avait vraiment rien étudié. En plus, il a des conseillers comme Dominique Strauss-Kahn, il a des gens comme Lopez, Tony Blair, et pourtant les actes qu'il pose sont profondément pitoyables, très archaïques, rétrogrades. On ne comprend rien du tout à ce que Ford fait. On ne comprend rien du tout à son plan ni à sa vision. Chef Canton est tombé. Pouvez faire remonter Chef Canton, s'il vous plaît. Chef Canton n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. Il faut le remonter, s'il vous plaît. Remonter Chef Canton pour qu'il termine ce qu'il a commencé à dire. Modo, s'il te plaît, il faut remonter Chef Canton. Et puis après, vous pouvez remonter quelqu'un d'autre après. Voilà. Faites bien. Je pense que Chef Canton est parti inaugurer la saison de la chasse. Alors, Chef Canton, est-ce qu'il a refait la demande? Il faut le remonter. Africa, on te remonte après, hein, t'inquiète. Il faudrait que Chef Canton termine. Voilà. Ouais, il faut terminer. On te laisse terminer. On t'a coupé. Vas-y, continue. En fait, voilà. Comme c'est ton travail, on t'a coupé un peu. Vas-y, on te laisse. C'est pas grave, pas grave. L'essentiel a été dit, mais bon. Moi, je vois les choses depuis le début. J'ai vu les choses là très rapidement et j'ai su que c'est les femmes, c'est par les femmes qu'on pouvait vraiment influencer cette lutte-là. Parce que, vous voyez, surtout dans la communauté, par exemple, quand je prends moi ma communauté, je sais que c'est les femmes qui dirigent beaucoup les gens. Et à Oudouam. Et les femmes sont beaucoup plus écoutées. C'est pour ça, Forniasimbe, vous voyez ce qu'il fait à Kara maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé un truc là où les femmes peuvent aller faire des prêts. Mais avant de faire un prêt, il faut vous regrouper en 10 ou bien en 15. Et en 10 ou en 15, être lié au parti UNIR d'abord. Donc il ne fait pas ces prêts-là, en fait, à tous les Togolais, mais il fait seulement à ceux qui sont d'accord avec son parti politique. Et la plupart de son travail, c'est les femmes. C'est comme dans les églises. Vous allez voir ces derniers temps, les faux pasteurs, là, ils utilisent beaucoup les femmes pour faire passer leur message. Et c'est ça, en fait, qui attire les gens tout autour. Mais comprenez quelque part que la plupart des femmes aujourd'hui ont compris qu'au Togo, elles n'ont plus de dignité. Et qu'il est l'heure de changer beaucoup de choses. Et ces femmes-là ont pris la parole. Elles sont restées tout droites, fixes dans leur objectif. Je crois que c'est là, en fait, il faut beaucoup travailler. Il faut que nombreux soient ces femmes-là qui puissent se lever, tout avoir le soutien de cette diaspora-là et travailler durement. Sinon, celui-ci, encore 10 ans, ou bien encore 5 ans, je vous en prie, beaucoup de Togolais n'auront même plus droit de propriété au Togo. Beaucoup de Togolais n'auront même plus, même ton enfant va devenir leur propriété. Parce que à la vitesse et à l'allure que ce régime-là est en train d'avancer, je ne suis même pas sûr que le Togolais de demain aura même la liberté d'aller aux toilettes. Merci beaucoup. Et bonne suite au grand frère.
Et merci, avant de donner la parole au grand frère, merci beaucoup, chef Canton. Et ce que j'apprécie chez chef Canton, c'est que chef Canton est quelqu'un de très lucide et très, très réaliste. Très réaliste. Et c'est vrai que parfois, les exemples qu'il donne peuvent prêter à sourire, mais je veux quand même rappeler que c'est quelqu'un qui est terre à terre, quoi, qui a les pieds, les épaules, la tête sur les épaules, les pieds vraiment sur terre et qui nous donne des analyses vraiment pertinentes. Donc, Karim, merci beaucoup, chef Canton. Moi, je pense que ton rôle dans cette lutte est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Est vraiment essentiel. Je sais plus comment. Il y a Maître Iou qui est là, et puis Maître Agba, et puis après moi, je vais y aller. Donc, je te remercie, chef Canton, pour ton intervention, et on redonne la parole à quelqu'un d'autre. Maître Iou est là. Bonne arrivée, grand frère. Oui, bonjour. Maître Agba était là avant moi, je ne sais pas si... non, c'est vous étiez là avant. Non, non seulement vous étiez là avant, mais quand la tête... que tu vas parler des NES. Le genou. Que tu y ailles. En tout cas, bonjour à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites. Merci au petit frère Haïti. Bon, moi, je n'ai pas de mots pour te dire combien les Togolais te sont reconnaissants et combien on doit toujours rester solidaire de ce que tu fais. Comme on doit rester solidaire aussi de tout ce que les autres font pour la libération de notre pays. Moi, ce qui m'a fait réagir, et ce pourquoi je suis resté sur le live, puisque je scrollais un peu, c'est quand quelqu'un a commencé par dire que il y a des gens qui rejoignent la lutte et systématiquement, vous allez trouver d'autres personnes pour les contrer, pour aller à l'encontre de ce qu'ils disent. Et toi, tu étais avec le système. Et toi, tu as mangé avec le système. Et toi, vous savez que nous tous, les Togolais, on a été quelque part dans le système avant. Autant il y a des moments, si tu ne fais pas animation, tu as des fessées. Autant il y a des moments, si tu n'as pas changé ton prénom là, tu ne passes pas des concours. C'est comme ça que nous, on s'est retrouvés avec nos prénoms de baptême effacés et on nous a mis nos prénoms authentiques. Donc, il faut que l'on comprenne qu'à un moment donné, laissons ces détails qui ne servent qu'à nous désunir. Chez Almok et son mari sont arrivés, ils ont quitté le Togo. S'ils ont quitté le Togo, c'est que c'est chaud. Ouais. Et je parle d'eux, c'est parce que les deux, moi, je les considère comme mes enfants. Almok, c'est ma fille. Le mari, c'est mon beau-fils. Et ce qu'elle fait, il y en a qui ont commencé par dire tout de suite, et tu as pris de l'argent chez les gens, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Alors, les gens oublient quelque chose. Almok gagnait sa vie par le travail qu'elle faisait. Si quelqu'un travaille et qu'elle est payée, elle n'a pas volé. On ne lui a pas donné. Non, c'est parce qu'elle a bossé. Hein? Et quand tu bosses, tout le monde doit... C'est comme cela. Alors, j'apprécie beaucoup, heureusement que ceux qui tiennent ce langage-là sont très limités, très minimes, une quantité négligeable d'abord. Et j'apprécie beaucoup tous les autres commentaires, tous ceux qui sont là pour les soutenir et dire, écoutez, bienvenue dans la galère, c'est vrai, vous avez quitté une situation peut-être plus ou moins confortable. Maintenant, ici, là, nous sommes tous dans la galère et on va se mettre ensemble pour combattre l'autocrate togolais, le dictateur togolais. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai toujours prôné l'unité, l'union de tout le monde. Je ne sais pas comment expliquer ça encore aux Togolais. Quand le Codi Togo organise des choses, quand les gens comme Karl organisent des manifestations, j'y vais. Même si après les gens m'appellent pour me dire mais tu es parti, tu es devenu ANC, je m'en fous. En fait, c'est que les gens n'ont rien compris. C'est pas parce que c'est Karl Gaba ou c'est telle personne qui organise une manifestation contre le système que je ne vais pas y aller. Si je n'y vais pas, c'est que j'ai rien compris au système. Donc,
je veux dire, les peu de personnes qui n'ont pas compris encore que nous devons nous rendre solidaires, quel que soit ce qu'on puisse nous dire de nous. Que de même, quelqu'un me dit, mais oh, toi tu es parti, machin, on t'a donné l'argent. Oh, en réalité, je l'entends par l'oreille droite, ça ressort par l'oreille gauche, parce que ce n'est pas ça qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est comment faire pour faire dégager cette vermine, ces gens-là qui, depuis des années, en fait, les gens n'ont pas compris que notre lutte doit être focalisée sur ceux qui nous détruisent et pas sur ceux qui viennent ajouter leur force. Parce qu'il y en a qui viennent, et d'autres viendront. Hein. Moi, il y a d'autres personnes qui viendront ajouter leur force pour la lutte. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites, pour le live que vous faites. Mon confrère Agba, lui, on se connaît puisque on se retrouve dans des dossiers, dans des choses, toujours dans le cadre de la lutte. Et ça serait bien que un jour les gens écoutent et très 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 bien et fassent des analyses de ce que notre frère Haïté dit souvent, parce que les meilleures informations, les informations les plus précises, les plus incontestables, tout ce qu'il disait avant, si c'était un mensonge il y a longtemps qu'on l'aurait engagé à procès contre lui. Hein. C'est parce que ces dossiers sont souvent documentés et les gars ils sont pas capables de démonter une seule pièce qu'il produit. Donc j'invite tous nos frères, tout le monde ici et ailleurs, surtout quand les gens vont sur les panels, faisons attention pour que le débat ne soit pas l'un contre l'autre, mais plutôt un débat ensemble contre la même personne que nous voulons. Aujourd'hui, Frère Nassib est très affaibli, très affaibli, et c'est l'occasion pour nous de nous mettre ensemble pour en finir avec lui. Moi, je suis persuadé que si nous sommes vraiment unis, et surtout toutes ces femmes-là aujourd'hui qui viennent nous rejoindre, qui nous soutiennent, si nous sommes ensemble, ils ne tiendront plus longtemps. Ils ne tiendront plus longtemps. Ils sont en grande difficulté, à part le fait qu'ils cherchent toujours à nous tuer, à nous faire... Mais ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Donc, faisons ce qu'il faut pour être ensemble. Plus de querelles de personnes. Les querelles de personnes ne servent à rien. Ça décède. D'ailleurs, je crois que la plupart du temps, c'est ce que Fort même fait. Il envoie des histoires complètement cousues pour que nous puissions nous battre entre nous. Et pendant ce temps, on le laisse tranquille. Ce type ne doit plus dormir. D'ailleurs, je crois qu'il ne dort pas. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et sachez que moi, je suis là pour soutenir tout ce qui va dans le sens du départ de Frère Nassib. Quoi que l'on fasse et qui le fasse, moi je suis là. Que vous soyez le plus grand détracteur de je sais pas quoi, que vous ayez mangé avec le système avant, ou que je m'en fous. Ce que vous avez fait avec le système avant, moi ça ne me regarde pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on fait pour libérer le pays. La libération de notre pays est une condition sine qua non. Elle doit se faire le plus tôt que possible pour ramener les Togo, le Togo et les Togolais dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, tous les Togolais survivent à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, merci à tous. Maître, je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît, avant que vous ne partiez. Oui. Et voilà, hier on échangeait encore sur vous et moi sur le procès Bolloré qui arrive là, oui. Et avec toute la documentation qu'il faut pour préparer ce procès. Oui. Mais avant ce procès, vous êtes deux avocats sur la plateforme. On a le parquet national financier qui a ouvert une enquête sur les biens de Frère Nassib. C'est vrai que c'est un travail qui on a fait avec Thomas Dietrich. Donc, j'étais avec lui quand on a fait ce boulot-là avec la vidéo qu'il a faite. Et quelles sont les implications de cette enquête du parquet national financier, vous et Maître Agba? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quoi qu'est-ce qu'on entend par là? Et qu'est-ce que ça va déboucher sur quoi? Alors, vous êtes les avocats et dites-nous. Alors, quand on fait une ouverture, je peux vous dire, c'est que d'abord, le parquet s'est intéressé au dossier. Maintenant, mon confrère est là pour le confirmer. Et lorsqu'on fait une ouverture comme ça de dossier, on doit alimenter ce dossier-là après. On va pas laisser le parquet seul chercher à savoir s'il faut poursuivre, s'il faut poursuivre le dossier autrement ou pas. C'est déjà une bonne chose
de faire cette ouverture d'enquête. Maintenant, à nous de les alimenter autant que faire se peut, avec des documents, avec des pièces. Après, le PNF connaît déjà le Togo, hein, puisqu'on a des histoires déjà du Togo. Bolloré a déjà un dossier qui va venir bientôt au mois de mai. Au mois de mai, le 28 mai. Voilà. Et en décembre, le procès. Mais cette ouverture qui a été faite sur les autres dossiers, au fait, les juges, ils attendent de nous, Togolais, qu'on leur donne les éléments qu'il faut. Donc, c'est de ça que je vais parler. Je crois que je vais en parler, je vais en discuter en off avec mon confrère, Arnaud. Et on va voir comment on peut rassembler les pièces, les éléments, de nature à étayer et à alimenter le dossier du PNF. C'est ce qu'il faut faire. Et ensemble avec Thomas Ditry d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui existent, mais le PNF, parfois ils font des investigations, parfois ils n'ont pas les éléments parce que ce n'est pas leur pays. Ici, c'est plus facile pour eux. Mais quand il y a par exemple des immeubles qui ne sont pas répertoriés au nom de Gnassingbé, mais plutôt au nom d'une sœur, au nom d'une société. Et ça, il y en a plein, on en connaît, on a fait un travail formidable sur ça. On fasse ça et que nous, on apporte ces éléments-là au PNF. Ouais. Hein? Voilà. Et on a connu les biens mal acquis avec les bongos, les sassous, les biens guémins. Pourquoi c'est maintenant que la France ouvre ce truc contre les Gnassingbé? Jamais ils n'ont ouvert ça sur les Gnassingbé. C'est la première fois qu'on entend ça. Oui. Pourquoi c'est maintenant? Moi, j'ai des explications. Je peux me tromper, mais j'ai des explications. Il faut savoir que les ouvertures de choses, il y en a en Côte d'Ivoire aussi, hein, pas sur Ouattara, mais sur certains barons autour de Ouattara, eux aussi sont dans le même collimateur. Si la France commence par te tourner le dos sur ce genre de choses, c'est qu'ils ont des choses à te reprocher. C'est ce qui s'est passé pour le Bongo, c'est ce qui s'est passé pour le Congo-Brazza, c'est ce qui s'est passé pour le Congo, la Guinée équatoriale, et c'est ce qui se passera pour d'autres. Parce qu'à partir du moment où ils savent qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé veut s'échapper. Il fait tout pour échapper au giron français. Voilà. Et le coq n'aime pas ça. Voilà. Le coq n'aime pas qu'on se foute de sa gueule, surtout que quand il t'a servi pendant autant d'années, toi et ton père au pas autant d'années. Donc, ils vont aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on leur trouve si on leur trouve des éléments, ils iront jusqu'au bout, ils vont le dépouiller. Tous, ils vont le faire. Et malheureusement, ce que la justice fait souvent, c'est que pour les biens, ils les saisissent, mais ils ne vont pas nous les donner à nous les Togolais. Hein. Et ça part, c'est ce que je disais encore hier, ça part au trésor public français. Et oui, c'est ça le pire. Visiblement, le droit français fait en sorte que quand on saisit des biens comme ça et qu'ils sont réalisés, l'argent ne part pas au pays. Ah ben non. Mais en revanche, ils disent quand même que si le pays se constitue partie civile, là, on peut vous donner... Voilà, c'est la question que je voulais poser aux avocats. Est-ce qu'il y a une possibilité dans cette histoire de l'enquête du parquet financier de se constituer partie civile? Oui, c'est ça, c'est la question que je voulais poser aux deux avocats. Oui. Et qui doit le faire? Et quelles sont les conditions pour le faire? Est-ce que c'est des associations? Est-ce que c'est Togolais individuellement? Comment ça se fait pour être partie civile? Là, il faut... Alors, pour être partie civile, c'est justifier d'un préjudice direct qu'on a subi. Et les seules personnes qui peuvent justifier de ce genre de préjudice en ce qui concerne les biens mal acquis, c'est le peuple togolais, mais généralement constitué en association, les associations de consommateurs, les associations des grands commerçants de choses, les gens on a déjà eu quelques associations
qui se sont constitués dans le dossier Bolloré. On vient d'avoir le parquet à faire un rejet, donc on aura une audience de contestation bientôt. Il faut que j'appelle Raphaël pour ça d'ailleurs. Il faut que ça soit des gens qui aient un intérêt à se constituer partie civile. Donc c'est ça qu'il faut voir. Malheureusement, la loi oblige à ce que les associations soient constituées 5 années avant la commission de l'infraction ou l'ouverture de choses. Tu peux me le rappeler, c'est soit 5 années avant la non seulement 5 années avant, mais il faut aussi que l'objet de l'association... et l'objet de l'association, voilà, prévoit... corresponde. Voilà, correspondre et prévoir expressement le domaine. Voilà. Il faut que dans les statuts, ça soit prévu que vous êtes défenseur des droits d'une population lésée pour telle chose. C'est ce qui manque parfois dans les statuts des associations. Mais on verra. Maître Agba, on aimerait vous écouter sur la question pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que nous devons nous mettre rapidement ensemble pour continuer par explorer certains biens qui sont cachés pour aider le parquet financier? Qu'est-ce qu'on fait et tout ça? Moi, je reçois Thomas Dietrich demain et dans le live, on en parlera abondamment et voilà. Mais cette affaire, en fait, c'est du pain béni parce que ça vient au bon moment. Et nous sommes vraiment en lutte, nous sommes dans la ferveur même actuellement. Et il me semble bien que l'agenda est bien constitué là actuellement. Donc, ce qu'il faudrait que nous fassions, nous avons une multitude d'associations qui pullulent de partout. Essayons de faire appel à ces associations, qu'on se penche sur leur statut respectif et qu'on voit quelles sont les associations parmi la ribambelle là qui répondent vraiment à cela. Et quand nous irons, puisque ça a été évoqué, si nous ne faisons rien, les biens seront saisis et c'est le trésor public français qui va en bénéficier. Nous, notre logique, ça serait quoi? Dans la mesure où nous n'avons pas encore obtenu l'alternance pour que le Togo en lui-même en tant que personne morale se constitue par ce que nous allons faire. Nous allons passer par ces associations et nous allons demander en termes de quantum du préjudice subi l'équivalent de la valeur des biens concernés. Et par ailleurs, il nous appartient de faire encore la chasse aux biens, qu'on essaie de voir qui sont les personnes directement concernées, qui sont les alliés et aussi autres politiques. Pas seulement Niassingé, la famille. Essayons de voir. Ils sont nombreux, ces loups-là, détracteurs, qui ont vraiment vampirisé le pays. Essayons, c'est l'occasion qui s'offre. Nous allons mettre toutes les informations sur un rendez-vous, sachant qu'en matière politique, il n'y a pas de hasard de calendrier. S'ils ont décidé de le faire maintenant, c'est qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Aidons-les à nous servir. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut que nous nous mettions en ordre de marche et non seulement que nous chassions les biens, que nous arrivions à savoir quels sont les biens, qui sont les personnes concernées, quelles sont les provenances des fonds en matière délictuelle qui ont pu être utilisés parce que ici, le parquet va se fonder sur quoi? Quand on parle de biens mal acquis, c'est que en amont, il y a eu des infractions du genre blanchiment de capitaux, corruption, détournement de fonds, et qu'ensuite les fonds en question ont été blanchis. Il y a eu des conventions qui ont été signées ici et là, par exemple les conventions de l'OCDE en 97, en 2000, il y en a eu une ribambelle, en 91 aussi, il y avait eu des conventions, il y a tout. Donc, ils ont vraiment l'arsenal juridique qui va avec. Aidons-les à aller dans notre sens et c'est l'occasion pour nous de vous faire voir. Et c'est aussi l'occasion de saluer tous ceux-là qui sont ici présents, la plupart en tout cas. On a Ferdinand Haïté, donc notre pape, quoi. Mais s'il conteste cette qualité, et Dietrich Minaoué, je m'acquitte de ce devoir parce que c'est la première fois que je viens sur votre panel. Vous abattez un très sérieux travail. Sur le plan économique, je pense qu'il n'y a pas d'antécédent en la matière. Donc, essayons de continuer d'alimenter le parquet financier avec ces éléments. Parce que nous avons l'impression que nous prêchons dans le désert ou qu'il n'y a que les Togolais qui nous écoutent. Non, il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas ça. Par exemple, les messes de Ferdinand les dimanches, je suis persuadé que les oreilles très attentives d'ici sont vraiment branchées. Et ne vous dites pas que tout cela part dans le désert. Non.
C'est exploité, c'est une question de timing. Et nous y sommes. Nous avons un président de la République, ou alors président du Conseil, je ne sais plus comment l'appeler, en tout cas soi-disant, qui est actuellement en errance. C'est un homme non seulement du passé, mais du passif. Aidons-le à trouver la porte de sortie. Et nous le dégageons. Et si nous pouvons avoir l'occasion, puisqu'elle s'y prête, de nous appuyer sur l'extérieur, il faut y aller. Et pour terminer, je vais parler aux détracteurs de ceux-là qu'on considère comme partant du pouvoir pour venir dans l'opposition, pour leur dire que ces personnes font fausse route. Il n'y a aucun système au monde qui est tombé sans l'appui de l'intérieur. Jamais. Ça n'existe quasiment jamais. Il faut, et le meilleur moteur en la matière, en tout cas le premier, c'est le renseignement. Quand vous n'avez pas de renseignement, vous avez beau avoir les armes les plus puissantes au monde, vous n'êtes rien, absolument rien. Alors, si des personnes viennent de là, il faut les accueillir. Et pour terminer de manière ultime, j'aimerais m'acquitter d'un devoir à l'égard de la gente féminine. Je lisais le livre de Edem Kodjo et il parlait d'une dame du nom de Eunice dans les années 50 qui était une militante convaincue et chevronnée du culte, qui ensuite d'ailleurs même avait aidé le RPT à se créer. Et Edem Kodjo vantait la gente féminine en expliquant que les femmes sont importantes. Il les mettait en valeur. Nous y sommes, c'est quelque chose de cyclique. Regardez, même jetez un coup d'œil, même dans les églises, le moteur c'est la femme. Dans le foyer, le moteur, c'est la femme. En matière politique, même si elles sont tapies dans l'ombre, les femmes sont puissantes. J'aimerais les saluer, faire savoir à Almok et à son mari, il me semble qu'il s'appelle Nicolas Toussa, d'après ce que j'ai cru entendre, leur dire que nous sommes de cœur avec eux, que la lutte ne fait que commencer et que ce ne sont pas les on-dit de part et d'autre qui devront les faire fléchir. Ils sont des moteurs de la lutte, nous comptons sur eux et le Togo leur doit beaucoup. Et le Togo aimerait demain dire, en inscrivant en lettres d'or, en fait, qu'il y a des personnes qui ont lutté comme ça, qui s'appellent qui Almok, qui Table Ronde, qui Esseni, qui je ne sais qui. En tout cas, qu'on puisse citer cette ribambelle du nom de la gente féminine. Je vous remercie. Sans oublier Madame Niakade qui nous a... Évidemment, ça coule des sources. De toute façon, ça, c'est quelque chose de naturel. Je crois que... Oui, je me permets de... les couilles pour faire ce que cette femme a fait, franchement. Oui, c'est tout naturel. De toute façon, ça coule des sources. Je me dis même que, d'ailleurs, même répéter son nom, sachant que depuis ce matin, je suis branché, je n'ai pas quitté d'une semelle. Je sais que si je répète encore, ça serait comme si nous sommes en train de faire de la marinade. Alors, maître, nous sommes là. Je me permets, Ferdinand, s'il te plaît, je me permets d'arracher la parole pour aller dans le même sens. Et je voudrais poser la question à maître Alexis Iou et à monsieur à maître Agba. Vu qu'en fait ils ne font pas, leur délit ne s'arrête pas qu'en Europe, est-ce que tout ce qui concerne les États-Unis par exemple, parce qu'ils sont maintenant focalisés sur le Canada et les États-Unis, est-ce qu'on peut utiliser en fait le FCPA, le Foreign Corrupt Practices Act, qui aussi permet en fait là, au-delà en fait de saisir leurs biens, de les arrêter aussi? Voilà, évidemment. C'est la question. Oui, évidemment. Façon, oui, tout à fait. Évidemment. Et c'est ça pourquoi, d'ailleurs, je disais qu'il faut que nous aidions les essais. Beaucoup d'États, les plus grandes démocraties, entre guillemets, ont signé ces conventions-là. Et je disais que c'est une question de timing. Aujourd'hui, l'époque de libération, je pense que c'est la nôtre. Beaucoup d'États ont pu se libérer en Afrique. Nous avons toujours traîné, et parce que nous étions là avec des querelles d'ego et consorts, des bassets, ça tape de vin au bas de la ceinture, ainsi de suite. Ça continue d'ailleurs, ce qui est regrettable. Tout cela fait que nous n'avons pas réussi à avancer comme il faut. Donc je pense que c'est notre saison qui est arrivée. Saisissons-la, sans compter ou sans oublier le côté Aziz Goma, au niveau des droits de l'homme. Ça aussi, c'est un point. Il faut vraiment que nous tirions de partout. Et mon confrère et grand frère Alexis a soulevé un point. Nous allons nous retrouver, nous tous, puisque nous avons une cellule.
déjà, sur laquelle nous travaillons, Alexis, et plus d'autres personnes qui ne sont même pas togolaises d'ailleurs. Nous allons donc réactiver des éléments. Pour notre part, en tant que juriste, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Les économistes y sont. Ferdinand, n'en parlons plus. Et voilà, il y a beaucoup de personnes. En tout cas, il faut que nous tirions de partout. De partout. De partout. Donc, pour vous répondre, en fait, c'est par l'affirmative. Si, ça veut dire que, avec la confirmation de Maître Agba, je tiens à informer le panel et toute la population togolaise que le FCPA, lorsque vous avez été même juste aidé, vous avez été juste un boy qui a transporté une mallette et vous voyagez, vous pourrez être pris. C'est ça, c'est très important. Pour ceux qui, en fait, continuent par narguer la population en disant que non, nous ne sommes que vous êtes des hommes de sous-main, vous avez, d'une manière ou d'une autre, participé à cela, ne serait-ce qu'en conduisant quelqu'un d'un point A à un point B, vous voyagez, vous pourrez être pris. C'est juste ce que je voulais rajouter. Merci, Maître Agba et Maître Laya. Ok, s'il vous plaît, tapotez le live et repartagez le live descend. Tapotez, repartagez le live. Et Ditri, je vais descendre, je laisse ma place à la légende, je reviens. Dès qu'il y en aura une autre place vite. D'accord. Mais en tout cas, merci, monsieur Maître Agba, merci beaucoup pour votre contribution. Je pense que vous avez vraiment insufflé encore un souffle là dans la lutte. Nous allons faire notre part, ça c'est sûr. Nous allons continuer à le faire. Et si on peut contribuer, si on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Franchement, n'hésitez pas. On peut collaborer. S'il y a des sujets sur lesquels vous avez besoin de quelques précisions, n'hésitez vraiment pas à rentrer en contact avec nous. Voilà. Je demande que cela, je suis partant, oui. Je suis partant. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Comme l'a dit Maître Agba, nous avons déjà notre cellule qui est montée depuis. Voilà, ça fait un moment qu'on le fait et on va il suffit seulement de continuer. Voilà. Donc je vais demander à descendre parce que je vais devoir me déplacer, mais je reste en bas. Et si en tout temps il y a un sujet qui fait que je dois revenir, je redemanderai. Voilà, c'est ce que je fais aussi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question avant que vous ne partez. Il y a la légende qui a posé une question. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, cher maître. Bonjour. J'ai une question parce que j'ai suivi de près l'affaire des biens mal acquis je crois que c'est de la Guinée, de la Guinée équatoriale. C'était en juin 2025 par Transparency International. Transparency International France. Est-ce que nous pourrions faire aussi des démarches envers ce mouvement-là international pour pouvoir saisir ou demander à saisir les biens répertoriés de Faure Gnassingbé et de ces sbires-là, tous ceux qui tournent autour du système dans le monde entier? Alors, ça répond, ou alors ça rejoint la question la précédente qui avait été posée. Et je répondais en disant qu'il faut que nous tirions de partout. Nous sommes habilités à le faire. Ce qui vaut pour la Guinée équatoriale vaut aussi pour le Togo. Donc il faut que, d'abord, nous répertorions tous les biens, non seulement des Gnassingbé, comme je l'ai dit, mais aussi de tous ceux-là qui sont autour et qui sont les apparatchiks du régime. C'est ça. Et que nous faisons cela. L'objectif, en fait, puisque c'est l'occasion, c'est la fenêtre de tir qui est ouverte, il faut y aller et leur donner vraiment la matière. Faire savoir que nous sommes démunis, le pays est suffisamment endetté et que notre pays est constamment en villégiature. Non seulement il ne vaut rien ou qu'il ne fait rien, mais aussi c'est une question de prévarication. Donc il faut là. Donc la légende, la question est la bienvenue et elle rejoint tout simplement la question précédente à laquelle nous avons apporté la réponse. Donc allons-y, puisque nous sommes ensemble, il va falloir que nous fassions ce sérieux travail. D'ailleurs même, je vais ajouter une chose. Tout à l'heure, quand j'étais en bas, j'ai vu Ferdinand qui a suggéré que nous fassions un jour un grand live regroupant beaucoup de grands acteurs. En tout cas, je ne le considère pas comme tel. En tout cas, vous qui êtes vous qui avez la voix qui porte beaucoup plus loin, que l'on puisse faire de telle sorte que le peuple puisse comprendre encore, ou au mieux, le message qui est le nôtre. Effectivement.
Effectivement. Et j'aimerais bien laisser la parole à Protocole, qui est aussi un juriste, professeur de droit lui aussi, et je pense qu'il a peut-être quelque chose à dire à nos grands frères avocats. Protocole, si tu veux bien ouvrir ton micro, si tu es là. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier Maître Agba et Maître Alexis, où effectivement les gens démontaient tout à l'heure sur la question de la Guinée équatoriale et sur la propriété des biens mal acquis saisis par la France. Et puis, il y a une question qui a posé la question sur l'état de la jurisprudence française actuelle. Vous n'êtes pas sans savoir que le 5 mars dernier, donc il y a une semaine, je vais dire, la Cour de cassation française elle est revenue sur la question en déboutant clairement l'état de la Guinée équatoriale en disant que les biens mal acquis appartiennent à l'état français. Et je vais vous lire rapidement l'attendu principal parce que j'ai commencé par analyser cette affaire-là donc hier nuit. La solution, elle est ferme. La Cour de cassation française lui dit clairement ces biens appartiennent donc à l'État français. Mais comme l'a relevé tout à l'heure Maître Alessi et Maître Agba, effectivement, à partir du moment où l'État de la Guinée équatoriale saurait ou s'était constitué en partie civile pour des dommages subis, effectivement, elle pourrait bénéficier des dommages et intérêts. Ce qui veut dire que nous, le problème qu'on va avoir demain, tous les biens de Faure Gnassingbé, de ces ministres qui sont planqués ici donc en France, on aura beaucoup de difficultés à les récupérer demain. C'est pourquoi je voudrais effectivement, comme le souhaite Maître Agba, qu'on puisse travailler sur des associations pour pouvoir justifier l'intérêt et la qualité pour agir demain. Parce que si le Togo change demain, il nous serait très très difficile de récupérer donc les produits résultant de la cession de ces biens-là pour lesquels des dirigeants togolais seront condamnés ici donc au pénal pour blanchiment de capitaux. Donc effectivement, je disais que la Cour de cassation a rendu hier une décision assez ferme en le disant que, je lis, la propriété du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la condamnation pénale d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un État étranger, chargée d'un mandat électif public dans un État étranger ou d'une mission de service public d'un État étranger est affectée à l'État français et n'entraîne aucun transfert de propriété à l'État étranger concerné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 706-164 du Code de procédure pénale, lorsque l'État étranger constitué partie civile bénéficie d'une condamnation à des dommages et intérêts et sollicite le paiement auprès de l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Donc, ce qui nous oblige vraiment à travailler sur des associations qui vont pouvoir justifier de la qualité de l'intérêt, donc à agir demain, afin de nous faciliter au moins à minima quelques règlements sous forme de dommages et intérêts. Merci, ce que je voudrais rajouter. Protocole, c'est Ferdinand. Moi, je vois qu'on peut sortir le problème du cadre juridique, excusez-moi les juristes, et si demain la France saisit les biens de Gnassingbé et de leurs proches et ne veut pas le restituer au Togo ou bien ne veut pas le mettre dans l'aide publique au développement, politiquement, on peut avoir des moyens de pression sur la France. On nationalise aussi les entreprises françaises au Togo. Point barre. C'est tout. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est la réponse du berger. Il n'y a pas de problème. Et si eux, ils saisissent des biens que des gens ont volés au Togo pour venir investir ici en France, ils ne veulent pas nous les rendre, mais ils ont des entreprises au Togo, on leur dira, mais écoutez, ça c'est les moyens de pression politique. On leur dira, mais vous nous restituez l'argent ou bien on résilie aussi les contrats de vos entreprises chez nous. Ça, c'est très clair. Vous savez, celui qui a le pouvoir, il a les moyens de pression. Hein. Et vous ne pouvez pas imaginer, Ferdinand, sur le cas équato-guinéen, il s'agissait de plus de 100 millions d'euros, normalement, d'avoirs qui ont été confisqués. Mais jusqu'ici, seulement 6 millions d'euros issus de la vente de voitures de luxe qui ont été saisis en 2012 ont été inscrits sur la ligne budgétaire dédiée à la restitution. Donc actuellement, le reste des fonds demeure inexploité. De toute façon, on ne va pas se laisser voler deux fois. On ne va pas se laisser voler deux fois. Voilà. Pas du tout. Voilà. Donc voilà, il y a du boulot de toute façon, il y a du boulot. Et Ferdinand, est-ce qu'on peut leur annoncer ce dont on a là, ou ce sur lequel on travaille actuellement, le dernier message? Je t'avais posé une question là-dessus, si on pouvait en parler, sur la question du terreau là.
Bon, je pense que c'est peut-être pas le bon endroit. Pas pour le moment, oui. On peut tirer ça plus tard. Et justement, je voulais rejoindre un peu le propos de Ferdinand Ité en demandant à mon cher aîné avocat, mais est-ce qu'il n'y a pas un droit de préemption? Est-ce que l'État togolais n'a pas un droit de préemption sur ces biens-là? Même en dehors des procès ou quoi que ce soit. Étant donné que... Ton problème, c'est que celui qui est à l'État... Oui, non, mais c'est la même personne. Oui, ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais imagine, vole. Tu peux pas demander à un voleur d'aller faire une préemption sur ce qu'il a. Mais c'est même déjà le cas. C'est même déjà le cas, en fait. Non, en fait, un droit de préemption, ça ne peut pas s'imaginer. Parce que là, aujourd'hui, nous avons affaire à des personnes morales qui sont des États. Donc, des personnes de droit public. Donc, ce sont des mesures d'exécution. Donc, c'est tout simplement... Ça ne peut pas être envisagé. C'est une hypothèse systématiquement. Oui. Ok, pas possible. Alors, avant de partir, si tu permets, Monsieur Kwasi, Maître Agba et Maître Alexis Iou, dites-moi, une association qui s'est constituée cette année et dénommée la Diaspora, dont entre autres objectifs, nous avons l'action de lutte contre les pratiques illégales, engager toute action ayant pour effet de prévenir, dissuader ou lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, les fraudes fiscales, abus de biens sociaux, extorsion de fonds, veille documentaire et sur la corruption. Est-ce que cette association est apte à réclamer alors les biens saisis de ces dictateurs-là pour leur pays d'origine? Alors moi je te dis, en fait, ce n'est pas assez explicite. Oui, j'ai déduit à partir de l'objet social que vous avez visé un panel. Et encore parce que au niveau des infractions de nature pénale, vous n'avez pas tout visé. À la rigueur, on peut se rapprocher après pour mieux élargir comme il faut. Mais la question qui va se poser aussi, et qui sera un handicap, en tout cas dans l'immédiat, mais pas à moyen terme, c'est la question de durée. Donc au niveau de la Constitution par rapport au jour où le procès se tient. Par contre, dans 5 ans, où je ne sais rien, puisque notre lutte, elle s'inscrit dans la durée, elle a été réveillée dans les années 90, nous y sommes encore. J'espère pas pour longtemps, mais en tout cas, nous y sommes. L'horizon, donc à l'horizon de 5 ans où j'en sais rien, c'est possible. Donc, on peut se rapprocher, faire une modification de l'objet, renforcer comme il faut, et pourquoi pas, ça va servir dans quelques temps. Bien sûr. Merci, maître. Je vous écris en inbox alors. Excellent. Merci beaucoup. Grand frère, Ferdinand, est-ce que tu as un dernier mot avant de descendre aussi? Voilà, on a vraiment abusé de ta patience. Il y a ce que nous non, s'il te plaît, Ferdinand. Ferdinand, ne descendez pas. J'ai un mot spécial pour vous. Ne descendez pas, s'il vous plaît. Il y a ce qu'il faut envoyer un cadeau. Il y a ce que nous faisons déjà. Il y a ce que nous faisons déjà comme investigation autour de ces biens-là. Mais le problème du Togo, c'est que on aime la complicité, nous les Togolais. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui connaissent les maisons des barons. Mais ils ne veulent pas les révéler parce qu'ils font la fête avec leurs enfants, ils connaissent les adresses et tout ça. Donc je profite d'ici pour lancer un appel. Ceux qui ont des informations sur ce genre de biens qui sont dissimulés ici en France, ils peuvent nous mettre sur les pistes. Nous, on va les regarder, on va fouiller, on va voir ça appartient à qui et tout ça. Et comme Maître Iou et Maître Agba l'ont dit tout à l'heure, il faut qu'on alimente le parquet financier. Nous avons déjà ce qu'il faut, mais s'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter, pourquoi pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de Togolais qui connaissent des barons ou leurs enfants qui habitent des domiciles, des résidences qui sont achetées par leurs parents et que c'est l'argent du détournement. Donc c'est un appel que je lance pour qu'on puisse ensemble faire ce travail pour pouvoir rassembler les éléments factuels pour alimenter ce qui se passe actuellement. Merci à vous tous. Merci beaucoup, grand frère. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter encore quelque chose. C'était Africa. J'espère que ça va être bref. Africa.
Africa, tu es là. Je tiens ici, il faut que nous, humains, ayons la chance de faire des hommages aux personnes vivantes. Souvent, c'est seulement quand la personne décède qu'on vient dire « Ah ouais, il était ci, il était ça ». Je tiens à faire un hommage du vivant à M. Ferdinand. Monsieur Ferdinand, beaucoup l'ont déjà dit, merci pour cet effort que vous essayez en fait d'inculquer, parce que derrière beaucoup ont pris ont suivi vos traces à travers que ce soit Milawe Ditri ou nous autres. Donc merci déjà pour cet élan de ce patriotisme, je peux dire désintéressé que vous avez pour le Togo, et que la terre entière vous le rendez au centuple, et surtout que les mains de nos ancêtres vous accompagnent et vous soutiennent. Vous savez, aujourd'hui, même le RPT UNIR apprend de vous. Et c'est encore nous autres qui voulons le changement, c'est nous qui vous critiquons. C'est vrai qu'on n'est jamais prophète chez soi, mais vous êtes prophète chez vous. Soyez rassurés que, comme le disait tout à l'heure monsieur Maître Agba, vous êtes effectivement le pape en fait de l'église, et nous sommes l'église, vous êtes le pape. Donc merci beaucoup, merci pour ce travail que vous abattez. Ne relâchez pas. Et quelquefois, oui, Ditri l'a dit tout à l'heure, il y a des incidences sur la vie de famille, sur en fait nos activités personnelles et même quelquefois professionnelles. Mais ne relâchez rien. Il est temps que derrière, que vous ayez, peut-être, qu'est-ce qui prouve que allemand, que vous ne l'avez pas peut-être, comment dirais-je, donné matière à réflexion, et aujourd'hui elle sort. Et donc, merci. En même temps, je tiens à dire que derrière Ferdinand ne cherche pas à voir qui fait ci, qui fait ça. Il vient, il délivre son message et il repart tranquillement. Alors apprenons de Ferdinand. Ne cherchons pas à être le curseur de la lutte. Ne cherchons pas à peut-être faire, en voulant bien faire, nous faisons mal, en disant que oui, tel est ci, tel est ça. Ferdinand n'a pas le temps, sinon j'avais beaucoup à dire. Je reviendrai là-dessus, parce que personne, la lutte n'a élu personne comme curseur de la lutte. Oui, tel est ci, tel est ça. Non, on n'en a pas besoin. On a besoin d'être focus sur comment délivrer notre message et comment atteindre la plus grande masse. C'est ce que Ferdinand fait. Alors, prenons-en de la graine, et force à vous, à Ditri, à Milawe et tous. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Africa. Moi, je n'aime pas tous les hommages, mais merci quand même. Et je vais vous laisser continuer. Il y a beaucoup de choses qu'on doit continuer par faire pour aboutir au déclic. Et comme je l'ai dit, je laisse l'idée à votre réflexion, vous qui êtes ici dans le groupe, pour voir quelle date vous pouvez choisir pour qu'ensemble, avec les autres frères, on fasse un live de mobilisation de tout le peuple togolais. Quand le peuple togolais verra beaucoup de gens ensemble dans un live où les thématiques seront bien définies pour la mobilisation du peuple, je pense que notre pays, nos populations vont reprendre confiance. Il y a quelqu'un qui suggère le 27 avril. Mais étudier la question, regarder ce qu'il y a lieu de faire, parler avec les autres panels, les autres groupes, et déterminer quelque chose, et puis dites-nous, et puis avec les autres, on pourra accompagner. Merci et bonne suite. Merci. Merci à toi. Je vais pouvoir dire ça. Ferdinand, merci. Ça fait toujours un plaisir. Hein. Voilà, de t'avoir sur le panel, de discuter, de partager des idées ensemble. Voilà, merci à toi. Merci à nos deux avocats qui étaient également sur le panel. Voilà, c'est intéressant de parler du Togo. Quand on aime son pays, c'est comme ça, on aborde des sujets. On aborde des sujets sur son pays, des sujets politiques, des droits de l'homme, que ce soit des sujets économiques, voilà, des biens mal acquis, que ce soit des sujets historiques. Voilà, sur la situation politique, les droits des femmes. Voilà, aucun sujet tabou, on les aborde pour pouvoir faire avancer ce que nous avons commencé. Donc, ça fait plaisir de vous avoir sur ce panel et de pouvoir discuter avec vous. Maintenant, le programme d'aujourd'hui, je pense que voilà, on va aborder le programme d'aujourd'hui. On a plein de sujets à aborder, à discuter.
Et comme vous le voyez, on va aborder la crise, on va faire quelques rappels sur la crise économique de 2008. Ensuite, voilà, aujourd'hui, je l'ai dit au début, le live se fait en deux parties. Voilà, une partie sur une question géopolitique ou bien géoéconomique ou bien sur l'actualité internationale et sur l'économie, ou une deuxième partie sur le Togo. Donc, on a déjà abordé pleinement le sujet sur le couple Olmok, voilà, qu'on encourage. Et après, maintenant, la deuxième partie de notre live, ça va concerner le Togo, mais je ne suis pas sûr qu'on va aborder tous les sujets, puisque voilà. Après, bon, on va revenir là-dessus plus tard aussi, mais on va aborder quelques sujets. Et ensuite, le samedi prochain, on va aborder les autres sujets, les sujets qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. La crise économique, hein, la crise économique de 2008. Alors, est-ce que ça vous dit déjà quelque chose, la crise financière de 2008? Milaoué, 2 secondes. Excuse-moi, je vois. Est-ce que ça te dit qu'on joue un petit son pour faire un petit intermède là? Ok, bah d'accord, vas-y. T'as un son à côté? Attends, non, mais est-ce que toi tu en as ou bien? Attends, je vais voir. Parce que c'est vrai que la transition est un peu brute, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir eu les grands frères ici, quoi. C'est vraiment bien. Bien. Voilà. Alors, Super. Musique composée par Sefa Koyao. C'est une vidéo de Sefa Koyao. À toi. Il y a quelques doigts dire correct. À 15h, on arrête. Voilà, on aborde. Voilà, on commence déjà avec quelques rappels sur. Je vois déjà en commentaire certains qui parlent déjà des subprimes. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler. Exactement. On va aborder un sujet sur le Togo, voilà, sur les multinationales au Togo. Et puis voilà, bon, j'espère qu'on va tenir dans les heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008?
déjà, il faut revenir en arrière, commencer déjà pas dans les années 2000. Voilà, l'économie américaine était assez molle. Donc, c'est dans ce contexte que la Fed, c'est la banque centrale des États-Unis, la banque qui fournit de l'argent aux banques commerciales, décide de mener une politique de taux d'intérêt bas. Donc, entre 2001 et 2004, le taux d'intérêt était à 1%. Donc, les banques commerciales, alors, il faut que je remonte sur mon PowerPoint là. Voilà, je mets cette image-là, c'est mieux. Donc, du coup, voilà, les banques commerciales, voilà, ils ont trouvé ça, oui, bah, c'est avantageux. 3%, avoir un taux d'intérêt à 1%, ça veut dire que voilà, ils n'auront qu'à rembourser seulement à 1%, donc ce qui est très, très avantageux pour les banques commerciales. Et c'est ce qui, pour ces banques-là, voilà, à octroyer à leur tour des crédits immobiliers, et souvent à taux variable aux ménages, c'est-à-dire voilà, aux ménages à faible revenu, en gros les pauvres. Donc, c'est les crédits octroyés voilà, aux ménages là, qu'on appelle les subprimes. Donc, et en plus, parce qu'on les appelle subprimes, parce que ça représente un risque de défaut de paiement. Voilà, un risque de défaut de paiement, c'est-à-dire que de non-remboursement. Et donc, en gros, dans la pratique, ces crédits immobiliers, si vous voulez, c'est comme si vous avez besoin d'acheter une maison. Vous allez à la banque, on vous fait un prêt avec un taux d'intérêt variable, bien évidemment. Et une fois que vous avez fait le prêt, c'est-à-dire que le bien est hypothéqué, c'est-à-dire que vous mettez le bien en garantie. Voilà, c'est le bien que vous achetez, la maison que vous achetez, vous mettez ça en garantie. Donc, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis et que il y a beaucoup de familles modestes qui sont allées auprès des banques pour avoir des prêts, pour pouvoir acheter des appartements, des maisons et tout. Et c'était ça. Une fois que les crédits octroyés, voilà, les banques, qu'est-ce que les banques faisaient? Il y avait non seulement les banques commerciales, mais aussi des sociétés financières non bancaires, se séparaient facilement de ces crédits-là et les transformaient en titres. Donc, et on parle de titrisation. C'est la titrisation. Donc, c'était à l'époque, tout le monde était, était enthousiaste pour pouvoir avoir sa maison, pour se dire, voilà, ok, c'est bien, maintenant moi aussi j'ai chez moi, tranquille, quoi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des tensions avec la croissance américaine. Voilà, il y avait eu de l'inflation qui va conduire au risque de la bulle spéculative. Donc, qu'est-ce que la banque centrale, c'est-à-dire qu'est-ce que la Fed, la banque centrale a décidé alors de revoir ses taux d'intérêt, donc de relever le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qui était au début 1% pour les banques commerciales passe à 5%. Alors, dans le contrat des banques, entre les banques commerciales et les ménages, c'était un taux d'intérêt variable, c'est-à-dire que ça peut changer à tout moment, ça peut quitter de 5% à 7%, à 8%, voire 10%. Donc, c'est ce qui était écrit dans le contrat. Comme la banque, la Fed, la banque, comme vous le voyez sur l'écran, la Fed a augmenté le taux d'intérêt, augmenté ses taux d'intérêt. Alors, les banques commerciales aussi ont obligé de revoir leur taux d'intérêt avec les ménages. Donc, ça, ce qui a fait augmenter le taux d'intérêt et ce qui a empêché les ménages de pouvoir rembourser le crédit immobilier. Ils étaient coincés. Donc, chaque fin du mois, voilà. Si par exemple, à la fin du mois, tu payais, c'est pas 500 ou bien $600 à ta banque, tu ne pouvais plus payer parce que le taux a augmenté. Maintenant, tu dois payer, c'est pas $1000 ou bien $1200. Donc, les ménages n'arrivaient plus à payer. Donc, les mensualités augmentent fortement, voilà, plaçant de nombreux ménages dans l'incapacité de les honorer. Donc, des millions de foyers américains se retrouvent en situation de défaut de paiement et sont contraints d'abandonner leur logement, souvent les maisons. Voilà, les gens se sont retrouvés dans la rue à l'époque. C'était ça. Et donc, comme c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la mise en vente de nombreux logements saisis par les banques.
puisque ce sont des biens hypothéqués, donc les banques ont saisi les biens et qui ont mis en vente. Alors, les investisseurs... Pardon. Attends, il faut que je bois un peu d'eau. Il faut que tu ailles boire un peu. Ouais. C'est un sujet un peu technique. C'est un sujet assez technique. On veut sortir un peu de l'ordinaire de temps en temps. Alors, donc je disais que voilà, à partir du moment que les banques ont saisi les biens, c'est-à-dire la mise en vente des biens immobiliers, a fait chuter le prix de l'immobilier. Donc, les investisseurs financiers, les détenteurs des titres associés au crédit subprime, voilà, ils ont connu d'importantes pertes. Donc, la crise immobilière, à l'époque, qui devient en même temps une crise financière. Et les agences de notation, on a remarqué avec eux que, voilà, dégradent les notes. On commence à dégrader les notes et à dégrader les notes et tout. Donc, ce qui a connu à la faillite de certains, de certains établissements financiers, comme Lehman Brothers. Voilà, Lehman Brothers, c'est un établissement financier très puissant également aux États-Unis, qui a connu des faillites. Donc, c'était ça, et ça a entraîné un effet de domino. Voilà, crise immobilière, crise financière dans le secteur économique, et ça a attaqué le système mondial en même temps. Donc il n'y avait pas seulement que aux États-Unis, mais ça a touché également l'Europe et l'Afrique aussi. Donc pourquoi ça a touché les autres continents? Parce que les banques entre elles n'arrivent plus à se faire confiance. Donc elles n'arrivent pas à prêter de l'argent. Entre eux, vous savez, il y a des banques qui font des prêts entre elles. Donc, à partir du moment où il y a cette méfiance, ça a généré cette crise qui a fait plonger l'économie mondiale dans la panique. Donc, il y a eu la chute du PIB de plusieurs pays. Voilà, comme vous pouvez voir avec quelques chiffres qui sont devant à l'écran. Et l'Afrique aussi, notre continent, n'était pas aussi épargné. Donc, c'est pour vous dire aussi que s'il y a des crises, quand j'aborde ces crises, c'est pour vous dire que s'il y a des crises dans le monde, ne croyons pas que, voilà, comme nous sommes en Afrique, comme on n'est pas liés, mais bon, liés ou bien c'est pas, comme on n'est pas concerné, donc ça n'aura pas d'impact. La crise n'aura pas d'impact sur nous, sur notre vie, sur notre quotidien. C'est faux. À partir du moment où il y a une crise aux États-Unis, puisqu'on dépend du système SWIFT, qu'on dépend du dollar, donc à partir du moment où il y a une crise au niveau mondial, sûrement ça affecte toujours nos économies. Donc dans les années là, il y a le PIB du tout le continent africain qui avait complètement chuté à l'époque. Voilà, tout comme en Europe, ça a été chuté également. Donc, nous devons comprendre comment fonctionne le monde, voilà, comment nous dépendons énormément des institutions financières internationales, et que nous aussi, à un moment donné, nous devons penser à avoir d'autres alternatives, d'autres solutions qui devaient nous permettre aujourd'hui à se débarrasser de certains systèmes financiers. On a vu par exemple avec la Chine, qui a créé un système parallèle, un peu comme le SWIFT, et c'est le système là qu'il utilise. Il a utilisé ça avec l'Iran et avec également le Venezuela, si je ne me trompe pas, pour pouvoir échanger. Actuellement, également aussi avec la Russie, pour pouvoir échanger entre eux dans leur monnaie locale. Donc, nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à présent, on ne fait rien. Et à chaque fois qu'il y a une crise, quelque part, à partir du moment que le dollar est impacté, l'euro est impacté, voilà, le franc CFA aussi est impacté directement. Donc, voilà ce que je voudrais dire d'abord au niveau de manière générale, au niveau international, sur la crise économique de 2008. Ditri.
tu voudrais compléter? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le panel? Il y a des gens qui veulent peut-être en dire un peu plus sur ce sujet-là et surtout, je ne sais pas, sur les implications. Oui, Ditri, je vais me permettre. Merci pour vraiment cette présentation, Milawe. Et à la question de savoir et que font les Africains, je vous répondrai que les Africains ne sont pas aux abonnés absents. Ils sont en train de préparer un calendrier pour les Africains. Donc, c'est Robert Doucet qui a dit qu'il est en train de vouloir offrir aux Africains un calendrier. Donc on attend de voir. Alors, les cris, il y a un bruit chez quelqu'un. Il y a un bruit quelque part. Ok, merci. D'accord. Alors, Bilawe l'a si bien dit, nous avons une crise qui a débuté d'une manière anodine et qui s'est répercutée dans le monde. Lorsqu'on parle de la crise financière de 2008, Milawe l'a si bien dit, ça a commencé par une crise immobilière. Mais bien avant la crise immobilière, nous avons une bulle d'Internet qui a fait qu'effectivement, les États-Unis ont eu un boom économique qui leur a permis de pouvoir faire des prêts à taux variable en fait aux ménages. Donc n'oublions pas de le préciser que c'est cette bulle Internet qui a généré en fait une forte croissance économique au niveau des États-Unis, qui a lancé en fait ces prêts à taux variable. Et juste après, ça c'était dans les années 2000, et puis juste après on a eu en fait l'attaque de 2001. Normalement, la Fed aurait dû en fait revoir tout de suite, parce que cette attaque des tours jumelles, en fait, ce que les États-Unis ont connu, que vous tous vous connaissez. Normalement, la Fed, comment dirais-je, c'est la banque centrale en fait américaine, elle aurait dû en fait revoir cette histoire de taux variable, mais elle l'a pas fait. Et ça a généré juste après ce que nous appelons les prêts subprimes. Les prêts subprimes, c'est quoi? C'est des crédits hypothécaires, toujours à taux variable, qu'on a octroyés aux ménages, qui ont amené en fait le prix de l'immobilier en ce moment à augmenter jusqu'entre 80 et 90%, selon en fait les États. Ça a créé quoi? Ça a créé de la spéculation. Cette spéculation, à un moment donné, quand on dit les prêts, on parle des banques. À un moment donné, il fallait que les banques se débarrassent de ces prêts qui ne sont pas solvables. Alors, il y a eu ce que Milawe a bien précisé, la tritisation. C'est quoi la tritisation? C'est en fait un mécanisme qui transforme en fait les crédits. Et comme nous parlons des prêts à taux variable, en fait, c'est des crédits variables à un niveau de risque très, 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 très élevé en des titres. Et ces titres sont dispersés. Donc, quand on fait un titre, le titre, vous n'avez plus, en fait, la banque qui fait la tritisation n'a plus, en fait, le titre ne lui appartient plus. Excuse-moi, je vais t'aider. En fait, c'est que, comme tu dis, il y a eu dans un premier temps les banques qui ont accordé beaucoup de crédits, beaucoup de prêts hypothécaires à beaucoup de personnes. Et nous savons tous que la culture américaine est marquée par beaucoup. Ils pratiquent beaucoup les crédits, les ventes à crédit. On achète beaucoup de choses à crédit. Vous allez dans un magasin, vous pouvez acheter une télé, une chaussure, tout à crédit. Voilà. Donc en fait, il s'est passé que les banques, vu l'embellie financière des États-Unis dans les années 2000 à 2007, se sont mis à accorder beaucoup de crédits à des personnes, à des ménages. Et pour la plupart, à des ménages qui n'étaient pas solvables. C'est-à-dire qu'on accordait des crédits à des personnes qui ne travaillaient même pas ou n'avaient même pas suffisamment de revenus. Et pour se protéger, les banques prenaient
en garantie les maisons que les personnes achetaient avec les crédits. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc les gens prenaient des crédits auprès des banques. Et de ces crédits-là, les maisons que les personnes achetaient. Donc, en gros, les personnes n'avaient pas besoin d'apporter de fortes garanties pour pouvoir avoir accès au crédit. Donc, les garanties de cette oui, pratique, en fait, c'est... il n'apportait pas pratiquement... Non, il n'apportait quasiment rien. Pas de garantie. Il n'y avait pas d'apport, il n'y avait pas de garantie, rien du tout en fait. Voilà, il n'y avait pas de garantie. Donc, ça s'est multiplié. Donc, en fait, il y a eu une bulle immobilière qui s'est créée comme ça, c'est-à-dire que beaucoup de transactions se sont faites et puisque c'était facile d'avoir les crédits immobiliers, donc beaucoup de transactions ont été faites comme ça, facilement. Et ça a augmenté un peu le prix de l'immobilier. Les gens en ont profité pour faire beaucoup d'affaires et c'est ce qu'on appelle la bulle immobilière. Maintenant, il se trouve que... Oui, si tu permets. Merci, Ditry. Je vais chuter, après je te laisse continuer. Donc en fait, il se trouve que à un moment donné, les personnes qui avaient acheté ces biens-là, certains n'arrivaient plus à, respecter leur échéance de remboursement de crédit. Donc, ils n'arrivaient plus à payer le crédit. Et à côté de ça, pour ralentir, la politique, pour ralentir la bulle et la formation de cette bulle financière et tout ça, la Fed, c'est la Banque centrale américaine qui frappe le dollar, qui frappe la monnaie dollar et les vend aux banques commerciales. Cette banque centrale a décidé d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, là, le prix de l'argent qu'il vend aux banques commerciales, il décide de l'augmenter pour ralentir un peu cette spéculation qui s'est emballée, cette bulle spéculative qui s'est emballée et qui fait que les prix de l'immobilier augmentent. Mais le problème, c'est qu'en augmentant le taux, ça a augmenté aussi les taux d'intérêt variables de ces prêts-là. Parce que ces prêts ont été accordés avec des taux variables, des taux d'intérêt variables, ce qui n'est pas normal en soi. Normalement, nous, en Europe ici, les prêts immobiliers, c'est à taux fixe qu'on peut renégocier au cours de la vie du crédit. Mais il se trouve qu'aux États-Unis, on ne sait pas ce qui leur a pris, mais ils ont quand même accordé des crédits immobiliers à taux variable. Donc ça fait que le fait que la Fed augmente le taux d'intérêt, le taux directeur de l'argent du dollar à l'époque, ça fait augmenter systématiquement les taux d'intérêt de ces crédits-là. Donc, beaucoup de ménages n'arrivaient plus à suivre, à payer, à rembourser leurs prêts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous n'arrivez plus à rembourser votre prêt, on active la garantie. Donc, activer la garantie, c'est donc saisir le bien qui a été hypothéqué, vendre ce bien pour se rembourser du reste du crédit que vous n'avez pas pu payer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de banques se sont mis à saisir les biens de ces ménages-là qu'ils ont achetés à crédit et à les revendre. Donc, ça fait quoi? Ça fait que certaines banques revendaient parfois les biens à perte. Et ça a créé donc cette chute des prix immobiliers et cette crise immobilière où vous avez les prix qui avaient augmenté quelques mois ou quelques années plus tôt, ont commencé tous à plonger. Donc les biens immobiliers commençaient à plonger totalement. Et là, on a commencé à voir cette première crise immobilière. Maintenant, l'autre partie du sujet, c'est quoi? C'est que pendant que, dans un premier temps, quand les banques prenaient ces crédits-là, d'accord, ces crédits très risqués, hypothéqués, garantis par des hypothèques sur les biens acquis avec les crédits, pour, peut-être se protéger. À l'époque, le monde bancaire n'était pas très régulé aux États-Unis. Et ils revendaient en fait ces crédits-là à d'autres
établissements financiers qui étaient des établissements intermédiaires, qui n'étaient pas réellement des banques, mais c'était, on va dire, des sociétés financières. On appelle ça les sociétés financières non bancaires. C'est-à-dire que c'est des sociétés spéculatives. Il y a un nom qu'on leur donne, c'est les hedge funds. Voilà. Donc, on a revendu les banques traditionnelles, d'accord, ont revendu les crédits qu'ils ont accordés aux ménages, ils les ont revendus à des sociétés financières non bancaires. Eux, elles, qui ne sont pas aussi régulées, qui ne sont pas aussi soumises aux mêmes règles prudentielles que les banques traditionnelles. Donc, ces sociétés-là, quand elles prenaient, elles rachetaient les crédits, elle versait bien sûr de l'argent, la valeur du crédit. C'est-à-dire que si la banque a fait un crédit de 100 000, la société va racheter le crédit à 100 000, verser $100,000 à la banque. Et maintenant, le créancier du crédit maintenant devient la société financière non bancaire. Vous voyez? Donc, c'est cette société financière non bancaire-là qui va maintenant procéder à la titrisation. La titrisation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils vont maintenant prendre ces crédits, la valeur que vaut ces crédits-là, et ils vont les commercialiser. Comme la banque au début l'a fait, eux, ils vont encore les commercialiser, mais en les découpant en petits morceaux. C'est-à-dire qu'ils vont les transformer en des titres de créance. Ils avaient une grosse créance qu'ils ont achetée. Au lieu de garder ça dans leur compte et pouvoir, à un moment donné, réclamer les échéances de remboursement et à un moment donné, se faire rembourser, ils ont plutôt transformé cette grosse créance, ils ont scindé ça en tout petits morceaux, en des titres de créance qu'ils ont revendus. Et comme ils n'avaient pas les mêmes règles prudentiel, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir un certain montant de fonds propres, ils n'étaient pas obligés d'avoir toutes les ratios qui sont imposés aux banques, ils pouvaient s'adonner à toutes les opérations spéculatives possibles. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont revendu leurs titres de créance là, qui sont le découpage des créances qu'ils ont achetées, ils ont revendu ces titres à plusieurs banques dans le monde. Et beaucoup de banques dans le monde, qu'en Europe, qu'en Afrique, etc., etc. Et c'est comme ça que, en fait, tout le monde entier a été exposé à ce risque-là. Comme ils ont vendu tous ces titres-là, des banques chinoises, à des banques japonaises, à des banques africaines, à des banques européennes, donc tout le monde était exposé à ce risque d'insolvabilité des ménages qui n'avaient rien, mais qui ont acheté des biens et qui ont hypothéqué, qui ont garanti ce bien avec la maison dans laquelle ils habitent. Donc, quand il s'est fait que le Fed a augmenté le taux d'intérêt, que les ménages n'arrivaient plus à suivre, à régler leurs créances, beaucoup de ménages se débarrassaient de ces biens-là. Comme ils étaient en défaillance, ils se débarrassaient de ces biens. Donc, du coup, beaucoup de biens immobiliers se sont retrouvés sur le marché immobilier et il fallait s'en débarrasser rapidement. Donc, c'est les sociétés bancaires les sociétés financières non bancaires là, qui se mettaient maintenant à revendre les biens et à les revendre à des prix qui ne étaient pas forcément les prix initiaux ou bien les vraies valeurs, les valeurs vénales de ces biens-là. Donc, ils faisaient n'importe quoi pour au moins garantir qu'ils vont pouvoir rembourser, payer des dividendes à tous ceux qui ont acheté les titres chez eux. Donc, ça a créé donc une crise financière une crise immobilière dans un premier temps, et ensuite une crise financière dans le sens où, quand ils ont commencé à réaliser les biens, à réaliser les prêts, à revendre les biens immobiliers, les détenteurs des titres là, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique et tout ça, ils ont commencé à se dire, mais merde, il y a un problème qui se passe. Donc, ils ont commencé à se débarrasser de ces titres. Voilà, ils commençaient à dire, moi je veux mon argent, votre système là ne marche pas bien, rendez-moi mon argent, rendez-moi mon liquide. Et même les banques qui avaient investi, parce qu'il y avait des banques aussi, des banques traditionnelles qui avaient investi dans ce système, avec l'épargne des ménages. Et quand les banques là, même les ménages se sont rendus compte de la supercherie, eux aussi, les ménages aussi, commençaient à vouloir récupérer leur épargne.
Et c'est là où il y a eu tout le schmilblick, c'est-à-dire que les gens voulaient récupérer leur épargne, les investisseurs aussi voulaient récupérer leurs investissements, mais la valeur des biens immobiliers chutait. Donc même si on revendait les biens, on n'arrivait pas à payer les investisseurs, à payer les ménages dont l'épargne a été investie dans ces biens. Donc le pays s'est retrouvé avec beaucoup de maisons saisies qui devaient être revendues, qui étaient là, mais qui ne pouvaient pas être revendues parce que le prix était trop bas. Si on les revendait à perte et on ne pouvait pas payer les investisseurs qui ont investi dans les titres de créance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a dû intervenir pour pouvoir sauver les banques et les sociétés bancaires non bancaires, les sociétés financières non bancaires. Donc l'État a dû venir renflouer les caisses de ces banques-là pour qu'ils puissent rembourser certains investisseurs, certains ménages dont l'épargne a été investie dans ce montage frauduleux, enfin ce montage est très risqué. Donc l'État a dû assurer, sauver beaucoup d'établissements financiers comme ça. Et c'est comme ça que cette crise est née, et c'est comme ça que des banques, en France ont été impactées, des banques en Chine ont été impactées, des banques en Afrique ont été impactées. C'est parce que les sociétés, surtout les sociétés financières non bancaires, les sociétés intermédiaires là, titrisaient ces créances qui étaient des créances très risquées et les vendaient à droite à gauche. Voilà. Et donc, c'est ce problème-là qui a, en fait, c'est le concours de tous ces facteurs qui a créé la crise des subprimes. Donc, tous les biens qui ont été saisis n'ont pas tous été revendus. Ça, c'est vrai. Beaucoup étaient restés comme ça. On ne pouvait pas les revendre parce que les prix n'étaient pas assez importants. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé, le plus important, c'est quand même que c'est l'État qui a dû venir sauver les banques de leurs bêtises qu'ils avaient fait en créant cette bulle artificielle. Voilà. C'est-à-dire que les titres qui étaient revendus ne suivaient aucune règle, d'accord? On revendait des titres à n'importe qui en disant oui, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est assuré, c'est garanti par un bien immobilier. Sauf qu'on a oublié que quand les problèmes vont se poser et que beaucoup de biens immobiliers vont se retrouver sur le marché et que la demande, l'offre est supérieure à la demande, ces biens immobiliers ne vaudraient plus rien du tout. Et donc que les titres dont ils sont les garanties ne vaudraient plus rien non plus. Voilà ce qui a causé donc cette crise, en résumé, en vraiment condensé, ce qui a causé cette crise et toutes les ramifications, toutes les retombées que ça a eu. Ça a ralenti l'économie américaine, bien sûr. Tous les ménages qui étaient mis à la porte, beaucoup de ménages ont perdu leur maison. Ça, on a constaté une augmentation fulgurante du taux de chômage, plus de 10%. Ensuite, pour pouvoir maîtriser le marché, la Fed était obligée de réaugmenter les taux. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut augmenter de temps, il faut baisser de temps. Il y a une question sur, je crois que la personne ne nous a pas suivi le début, sur le taux directeur. Demande pourquoi la Fed a augmenté le taux directeur. Oui, parce qu'il y avait eu une bulle spéculative. Il y avait l'inflation et une bulle spéculative qui s'était créée auparavant. Et pour maîtriser justement l'inflation et cette bulle-là, il était obligé, c'est-à-dire que l'argent circulait trop facilement. Donc, pour éviter que l'argent ne circule trop facilement, on va augmenter le prix de l'argent. Le prix de l'argent, c'est donc le taux directeur. C'est le taux directeur, le taux d'intérêt directeur. On va augmenter le prix de l'argent pour que les gens ne puissent plus acheter, prendre des crédits facilement. On augmente cela et ça va ralentir. Mais sauf que quand on augmente cela, on pénalise aussi les personnes qui ont pris des prêts à taux d'intérêt variable. C'est-à-dire que le taux de remboursement, leur remboursement aussi va augmenter. Ça les pénalise. Donc, ils sont obligés. Ce qu'il y a, c'est que, écoutez, on a voulu
ralentir la bulle spéculative, mais en même temps, en faisant cela, la Fed a pénalisé les ménages qui avaient pris des crédits à taux d'intérêt variable. Voilà, il y a toute une, compilation de problèmes qui se sont entassés dans cette crise-là. Et je pense que c'est très intéressant d'aller réétudier cette crise et de voir quelles sont les incidences, les conséquences. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est au même moment qu'il y a eu... Oui, je finis et puis je te laisse passer. Pardon, Africa, je me suis un peu étalé. Mais en fait, voilà, c'est au même moment qu'on a eu aussi ce problème de Ponzi. Comment il s'appelle le vieux là qui a été arrêté là, qui avait Bernard Madoff. Voilà, Madoff, qui avait exposé l'argent des gens qui investissaient chez lui, beaucoup à ce titrisation et qui de Ponzi. Voilà, et qui lui profitait même de ça pour alimenter une pyramide de Ponzi, en disant oui, mais ce titre, il rapporte beaucoup, vous savez, quand on saisit une maison, qu'on revend, mais vous savez, normalement la personne, il ne reste que 150 à payer, mais nous, quand nous prenons la maison, que nous la revendons, nous la revendons à 200. Donc nous faisons un intérêt nécessairement, et donc voilà, ces titres sont intéressants, quoi. Ça rapporte ces titres en fait, parce qu'il comptait sur le fait que les titres étaient garantis par une hypothèque. Il n'avait jamais pensé que même un bien immobilier pouvait perdre de la valeur à ce point-là. Donc il se disait, ah oui, non, mais ça c'est du nickel. Les titres là, c'est des titres, ouais, c'est parfait, ça va jamais dévaluer et tout. Sauf que c'est ce qui s'est passé. Les maisons ont dévalué et quand ils ont réalisé les sûretés, ils ont mis en action les garanties, ils ne pouvaient pas payer les titres, ils ne pouvaient même pas rentrer dans la valeur de ces titres qu'ils avaient vendus initialement. Du coup, ils faisaient énormément de pertes. Des banques comme Lehman Brothers, qui étaient vraiment exposées totalement, ont fermé parce que même les titres qu'ils revendaient ne rentraient pas. Il y a eu plein de titres qui étaient là, des titres toxiques, des choses qui n'avaient pas jamais été vendues. Bref, il y a eu un sauvetage massif du système bancaire aux États-Unis, mais il faut savoir que ensuite de ce sauvetage massif, il y a eu une vraie régulation, notamment des sociétés financières bancaires, c'est-à-dire les sociétés intermédiaires là, qui faisaient de la spéculation, qui n'étaient pas obligées d'avoir beaucoup de fonds propres avant de commencer à spéculer sur le marché, parce que il y a eu beaucoup de régulation en fait pour limiter ce genre de prise de risque, ce genre de spéculation. Voilà, Africa, je te laisse terminer. Je suis désolé. Merci. Non, t'inquiète, je t'ai un peu distrait aussi en parlant. Et en fait, tu as pratiquement tout dit. Je tiens à rappeler que cette crise immobilière qui s'est transformée en crise financière, pour nous qui ne comprenons pas grand-chose, c'est comme chez nous aussi au pays, quand tu vas pour emprunter, tu mets quelque chose en garantie. Souvent, c'est un terrain, c'est une maison, c'est un bien. Et sauf que avec la crise immobilière qui s'est déclenchée, des gens, en venant emprunter, ne mettaient même rien en garantie. Et lorsque, je peux dire, l'embellie économique de 2000 avec la bulle Internet s'est arrêtée et surtout l'attaque des tours, ça a amené les banques à vouloir avoir une certaine assurance. C'est là où on a commencé à prendre les maisons en termes de... La titrisation, en fait, est venue parce que quelque part, c'est ce que écrivait le maître Agba en bas, la titrisation est venue parce que quelque part, on a eu les agences de notation qui ont en fait confirmé et justifié
comment dirais-je, ces titres-là. Ces titres de créance. C'est très important de le dire. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi la faute de ces agences, pardon de te couper, il y a la faute de ces agences de notation qui, malgré tous les risques qui étaient pris, notaient super bien ces genres de titres en disant oui, c'est des titres qui rapportent, vraiment vous pouvez y investir et tout. Et franchement, voilà, il y a eu aussi la régulation de toutes ces agences de notation aussi. Hein. Donc c'est aussi leur faute, effectivement. Vas-y, je t'en prie, continue. Ouais, donc en fait, si ces agences-là n'avaient pas en fait donné leur quitus où tout était faux, mais ils notaient triple A et certains titres, ça n'allait pas être aujourd'hui, et ça n'allait pas être hier mondial. C'est parce que ces agences ont fait d'une manière du faux, que par exemple nous avons la BNP Paribas qui allait prendre ces titres, nous avons la banque anglaise AIG qui allait prendre des titres, nous avons toutes les banques sont allées parce que ces banques sont à la recherche d'intérêt, donc elles sont allées se chercher là. Le truc qui a le plus fait mal, parce que quand on parle de la crise de 2008, il y a une banque qui revient toujours, les Lehman Brothers. Ce sont ceux-là qui ont détenu en fait plus d'actifs et plus de titres possibles. Et ici, il faut quelqu'un poser la question, pourquoi les taux directeurs? Pourquoi est-ce qu'on a joué sur les taux directeurs? À tout moment, en fait, les banques centrales jouent sur les taux directeurs, soit pour relancer une économie, soit pour ralentir, en fait, une inflation. C'est très important de le savoir. Et au moment où ces choses-là se passaient, on avait dit que on empruntait pratiquement même à taux zéro. Il y avait, en fait, c'était, tu peux te lever aujourd'hui, un SDF, tu vas dans une banque, on t'emprunte de l'argent. Sans garantie, rien du tout. Donc, il n'empruntait pas, Africa, attends, il ne faut pas faire d'erreur. Non, il n'empruntait pas à taux zéro. Il pouvait emprunter à taux variable. Non, quand je dis à taux zéro, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que tu n'as pas grand-chose à apporter. Il ne faut pas dire des bêtises. En fait, c'est surtout qu'on pouvait... Non, je pense que... Voilà, c'était ça. Quelqu'un dit bêtises, je n'ai pas entendu. Quelqu'un dit voilà, le taux zéro est différent de l'apport. Attends. En fait, c'est que... Mais je pense que... En fait, ce que tu veux dire, c'est pas qu'on empruntait à taux zéro, mais on empruntait sans forcément avoir un coussin financier. C'était d'emprunter, quoi. C'est tout, hein. Voilà. On pouvait emprunter même sans avoir de boulot. Voilà. Ouais, c'est là où je parle de sans apport. C'est-à-dire voilà, sans apport. Mais pas à taux zéro. Voilà. Non, mais ta langue a peut-être fauché, tu avais dit taux zéro, mais non, c'est pas emprunté à taux zéro. Vas-y. En fait, un SDF peut se lever, il va dans une banque, il emprunte de l'argent, on ne sait pas comment il va payer, mais quand même il a emprunté. Et c'est comme cela que les choses ont continué. Et il faut, à un moment donné, qu'on tape sur le point sur la table, c'est là où, en fait, la Fed a relevé, en fait, son taux directeur. En relevant son taux directeur, ça a amené, en fait, ce qu'on appelait une contraction du marché financier, et automatiquement ces marchés financiers et les banques ont voulu se débarrasser de tout ce qu'ils avaient, et c'est ça qui a généré, parce que en voulant se débarrasser, d'autres ont racheté ces prêts là. Et quand on rachète un prêt, par exemple, quand je rachète un prêt de monsieur X, je dois vouloir en fait prendre mon argent, je vais chez lui, il n'est pas solvable, je prends le bien qu'il a mis en garantie. C'est comme cela que on parle de les biens, la plupart des biens que les gens ont mis en garantie, ce sont leurs biens immobiliers. C'est pourquoi on parle de crise immobilière. De cette crise immobilière, vu qu'on a pris les biens de ces personnes, mais on n'a pas pris l'argent, ces titres-là ont toujours continué à faire leurs courses dans le monde entier. Des banques étrangères s'en sont accaparées, et on a eu, que ce soit en Europe, comme je l'avais dit, la BNP, l'AIG et d'autres banques suisses et autres, on a eu ces banques-là qui étaient en difficulté.
Et nous tous, nous savons que la base de la monnaie, le soubassement, c'est le dollar. Il fallait que les États-Unis réagissent. Ils ont réagi. Et ça a encore accentué le truc. Et on est revenu alors à ce que les banques maintenant réjectent de l'argent et restructurent en fait leur marché, parce que avant, n'oublions pas que avant 2008, la seule fois où en fait il y a eu une contraction en fait de la croissance économique, c'est pendant la deuxième guerre, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Ben avant cela, ouais, on peut remonter en fait à 1929 avec le jeudi noir que les gens connaissent, mais avant cela on n'a pas connu cette histoire-là. Et il fallait maintenant mettre des garde-fous au niveau des banques, et 1929, merci, au niveau des banques et au niveau maintenant des places boursières. Voilà ce que je peux rajouter. N'oublions surtout pas que cette crise immobilière puis financière a eu des conséquences dommageables. D'abord, dans le monde politique, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces présidents qui ont pris le pouvoir entre 2007, 2008, 2009, pour la plupart, n'ont fait qu'un seul mandat. Parce que c'était une crise pas possible. On peut dire qu'en Afrique, nous ne l'avons pas ressenti comme eux ils l'ont ressenti, mais nous l'avons ressenti quand même, parce que n'oublions pas que notre monnaie est adossée à l'euro. On peut citer Sarkozy, on peut citer plein dans le monde. Et je vais finir juste en disant que ce qui est le plus important, c'est le chômage que le monde a connu. On a des gens qui se sont hyper enrichis, parce que oui, Madoff n'a été que en fait la face émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup qui sont restés dans l'ombre et qui s'en sont enrichis. Ce qui a fait qu'il y a eu du jour au lendemain des gens qui sont devenus de vrais multimilliardaires, pendant que des gens se sont appauvris, des gens se sont suicidés. Voilà, je termine peut-être avec la prise de parole des autres. Je pourrais rebondir. Ce que Merci. je voudrais rajouter aussi, il faut savoir qu'à l'époque aussi, il y avait la dette africaine qui a augmenté, hein, qui est passée de 35% à 40%. Donc voilà, c'est à cause de cette crise-là aussi, voilà, qu'il y a eu un effet. Déjà, le chômage est déjà, à l'époque, énormément, donc n'en parlons même pas, quoi. Avec des crises comme ça, voilà, ça nous ferait qu'augmenter encore des chômages et des chômages. Donc, en gros, voilà, il y a là les gens qui voudraient rajouter un truc, qui demandaient la parole. Oui, j'ai un peu farfouillé, hein, faut l'avouer. Pendant que, en 2008, là, pendant qu'il y avait cette crise immobilière, là, il y a eu aussi la flambée des prix due à cette crise immobilière qui a fait que, en 2008, il y a eu un cercle vicieux qui s'est mis en place pour faire des placements anti-inflation. Et c'est là où ils ont joué avec le pétrole. Et après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, c'était je crois en septembre, il y a cette logique-là anti-inflationniste qui s'est inversée. Et c'est là où vous avez vu comme ce qui est en train de se passer actuellement avec la guerre États-Unis, Iran, Israël. Vous avez eu la flambée du prix de pétrole. Hein? Aujourd'hui, quand c'était encore hier quand je suis arrivé à la pompe et que j'ai vu le prix du carburant, hein, mes yeux ont failli sortir de leur orbite. Et ça a créé un problème en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Ce fait-là de jouer avec le cours du pétrole aussi, hein, surtout de faire des fonds de placement anti-inflation avec le pétrole, ça fait que en Afrique et surtout au Togo, il y a eu un de ces problèmes. Je vous ramène rapidement vers les inondations de 2008. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Il y a eu de graves inondations en 2008 au Togo et le Togo, je suis tombé sur cet article-là qui a fait que grâce à ces inondations-là même, le gouvernement togolais, hein, dans leur
comme ils sont experts dans cela, utiliser les désastres, les catastrophes naturelles, etc., ils sont partis tomber sur les modalités de Naples. Je ne sais pas si vous en souvenez, Monsieur Ditry. Et avec les modalités de Naples, ils ont pu se voir effacer une partie de la dette togolaise. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui s'est passé avec le FMI en cette période-là. Est-ce que vous avez... Oui, mais vous parlez des PPTE. Vous parlez des PPTE. Voilà, c'est l'époque. Voilà. C'est les PPTE. Voilà. Oui, c'est le Effectivement, c'était la phase de négociation. C'est la phase de négociation. Tu sais, avant que le Togo n'arrive, ne reçoivent ce qualificatif de PPTE là. En fait, ça a commencé déjà en 2008. Hein. C'est déjà dès la fin de la crise de Sopram que tout cela a commencé. Ils en ont profité aussi, les gouvernements africains, pour dire oui, mais si notre dette augmente, c'est à cause de la crise, un peu comme ce qu'ils font aujourd'hui avec la crise Covid, avec ce qu'ils font avec la crise ukrainienne, et aujourd'hui ce qu'ils vont faire avec la crise en Iran. À chaque fois, ils profitent de ça pour dire mais vous allez voir, nous on dépend beaucoup de l'importation, on doit normalement acheter beaucoup de dollars pour pouvoir acheter, donc on est obligé de s'endetter avec les taux d'intérêt qui augmentent, le prix qui augmente, le transport qui augmente et tout, donc on est obligé de s'endetter. Donc effectivement, dès 2008 déjà, le Togo avait enclenché cette procédure PPTE qui s'est conclue donc en 2010, où on a réduit la dette togolaise de plus de moitié. Effectivement, 392 millions de dollars, hein. Alors moi, j'ai en tête les chiffres en CFA. On était passé de 1300 ou 1400, 1500 milliards à 750 milliards et quelques de dette publique. Donc, effectivement, les pays africains en ont profité, comme ils ont fait pour le Covid. Pourquoi les gens, vous avez arrêté de tapoter le lèvre là? Ils sont absorbés par ce qu'on dit. Ils sont absorbés par ce qu'on dit. Effectivement, en 2020 aussi, il y a eu beaucoup d'endettement, d'ailleurs les facilités élargies de crédit là qui étaient accordées au Togo, on en a eu au moins deux depuis, au moins une pendant la crise Covid. Je pense qu'on a eu près de 400 milliards de dettes, de prêts de la part du FMI, quelque chose comme ça, au titre de facilités élargies de crédit, et qu'on a remboursé jusqu'en 2024. Est-ce qu'on a même fini de rembourser? Je pense même pas qu'on a fini de rembourser, qu'on en a repris un autre en 2024. C'est ça, non, mais de toute façon, ils ne vivent que grâce au crédit. Et j'ajouterais à cela, c'est en cette période-là même que Humbo est arrivé aussi, si vous regardez la période 2008. Je crois qu'il a nommé Humbo septembre, rentrée 2008, je crois, si mes souvenirs sont bons. Gilbert Humbo. Mais voilà, ça n'a pas... lui, de toute façon, technocrate qu'il était, qu'il est plutôt, ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché parce que l'ambition de Faure Gnassingbé, c'était de se servir de ces crises-là pour pouvoir s'enrichir et enrichir ses amis. Et ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. On devrait aussi revenir sur les modalités de Naples, là, ces accords. Ça n'a pas vraiment de rapport avec vraiment le sujet. Pas aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien te poser une question. Quelle leçon est-ce que, au niveau africain, au niveau togolais, on peut tirer déjà de cette crise 2008? Où on a vu qu'il y avait, à cause du manque de régulation, les banques américaines faisaient n'importe quoi, qu'il y avait des sociétés d'intermédiation qui spéculaient à fond, qui vendaient des titres super risqués à des établissements bancaires partout, et que des établissements bancaires en Europe, en Afrique, aux États-Unis, enfin en Chine, mettaient l'épargne des ménages, investissaient l'épargne des ménages dans ces titres risqués, et que quand il y a eu l'éclatement de cette bulle financière qui était créée, tous ces ménages ont perdu leur économie et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau du Togo ou au niveau africain? Tout ça, c'est...
l'intermondialisation, la mondialisation, l'interdépendance qui fait que les pays africains, les pays... Oui, mais l'interdépendance, on ne peut pas y couper.